Bonjour et bienvenue dans les coulisses de la littérature, le podcast pour tous les aficionados de l'encre et de la plume. Je m'appelle Anna et je suis autrice, éditrice et passionnée de lecture depuis toujours. Dans ce podcast, je vous partage des anecdotes littéraires pour redécouvrir les chefs-d'œuvre de la littérature et leurs auteurs sous un nouvel angle, mais aussi une mise en perspective de certaines problématiques actuelles de la littérature. Alors, prêt à entrer dans la secte des adorateurs de mots avec moi ? Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le second épisode consacré à la mort d'Émile Zola. Vous vous souvenez, la semaine dernière, après vous avoir parlé un peu de sa vie, de sa carrière de critique d'art et de littérature, de journaliste et bien sûr d'écrivain, je vous racontais qu'il était mort dans des circonstances mystérieuses en 1902, intoxiqué par les émanations qui provenaient de son conduit de cheminée, malheureusement obstrué. Ce qui a d'abord été considéré comme un tragique accident s'était mué, quelques décennies plus tard, en potentiel assassinat lorsqu'un homme l'avait revendiqué en 1928, avant de faire l'objet d'articles dans la presse au journal Libération en 1952. Aujourd'hui, et parce que la mort d'Émile Zola fourmille de détails, je m'attarde sur l'épisode de sa panthéonisation. Figurez-vous que les cendres d'Émile Zola, en effet, ne seront transférées au Panthéon qu'en 1908, soit tout de même 6 ans après son décès. Alors, pourquoi un tel délai ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui ensemble, suivi de l'anecdote du jour autour de l'attentat durant la cérémonie même qui a eu lieu le 4 juin 1908 à l'intérieur du Panthéon. Comme je me suis déjà appesantie la semaine dernière sur la partie biographique de Zola, je passe directement aux vives polémiques qui ont eu lieu suite à son décès concernant sa potentielle panthéonisation. Et oui, car il se trouve que s'il a fallu 6 ans avant qu'il ne soit admis au Panthéon, et ce, malgré sa stature d'écrivain national, c'est bien parce que l'affaire Dreyfus était toujours en cours et qu'il s'agissait là d'une division trop vive au sein de la population pour que les politiques ne prennent la décision de transférer Zola. Néanmoins, en 1906, la Cour de cassation réhabilite le capitaine Alfred Dreyfus au sein de l'armée, ce qui semble ouvrir la voie à un potentiel apaisement. Je rappelle qu'il avait été gracié en 1899 déjà, mais que 1906 est la date à laquelle il est réintégré au sein de l'armée avec le grade de commandant. En somme, c'est un peu une reconnaissance ultime de son innocence et son blanchiment au sein de l'opinion publique. Évidemment, les anti-Dreyfusards continuent à être assez virulents et absolument pas convaincus, bien justement par l'issue du procès et par son blanchiment. Néanmoins, bref, j'en reviens à la mort d'Émile Zola et surtout à son transfert des cendres, ce qui fait que, donc, je le disais, en 1906, la Cour de cassation réhabilite le capitaine Dreyfus, et suite à cela, la Chambre des députés décide tout de suite, alors, d'ouvrir déjà un débat, et surtout de proposer de transférer les cendres de Zola aux côtés de celles d'Hugo, Voltaire ou encore Rousseau. En revanche, il serait faux de croire que cette décision fut prise à l'unanimité. On a par exemple Maurice Barrès qui s'enflamme à la tribune de l'Assemblée contre cette décision et qui s'exclame « Messieurs, on nous demande 35 000 francs pour porter Zola au Panthéon, je crois que nous n'aurons jamais meilleure occasion de faire des économies. » Mais le transfert des cendres est finalement acté et nous voilà le 3 juin 1908, veille de la cérémonie. Des manifestants nationalistes encerclent le Panthéon tentant d'empêcher la cérémonie, ce qui vous donne une idée du peu d'unanimité que faisait la panthéonisation de Zola à l'époque, du fait de son engagement en faveur de Dreyfus. Toutefois, le 4 juin 1908, le soleil est éblouissant et le cercueil de l'écrivain repose bel et bien dans la nef centrale du monument, posé sur une immense pyramide. Parmi les personnalités présentes, on a Armand Fallières, le président de la République, à ses côtés se trouve Georges Clemenceau, le chef du gouvernement. On a un hommage qui est accentué par la Marseillaise et ensuite la marche funèbre de Beethoven qui résonne dans la nef, et Alfred Dreyfus est également présent pour cet ultime hommage, tout comme d'autres officiers de l'état-major. Une parade militaire dans le plus pur esprit français se déroule même pendant la cérémonie. Gaston Doumergue conclut la cérémonie d'ailleurs par un discours qui célèbre l'héroïsme de l'auteur de J'accuse et dont je vous passe ici un extrait. Monsieur Gaston Doumergue, ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, quitte sa place et monte à la tribune aménagée sur le flanc gauche du catafalque. Il va parler. Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs, en accordant aux cendres d'Émile Zola les honneurs du Panthéon, c'est à la mémoire d'un grand citoyen que le Parlement a voulu rendre hommage. L'hommage n'est ni prématuré ni excessif. Sans doute il date d'hier, les événements au cours desquels Zola mérita la reconnaissance de la nation. Sans doute
Celle-ci est encore frémissante des passions dont ces événements l'ont agitée. Mais faut-il que la reconnaissance nationale soit tardive pour qu'on puisse la croire justifiée? N'est-ce pas au contraire sa spontanéité qui donne la mesure de sa grandeur? Et ceux qui viendront après nous, ne verront-ils pas, dans l'empressement que nous avons apporté à cette glorification, la preuve la plus décisive des sentiments qui nous l'ont inspiré? Bref, tout semble donc se dérouler pour le mieux quand soudain, dans l'assistance, on entend alors 2 coups de feu. On vient de tirer sur Alfred Dreyfus. Celui-ci n'est heureusement que légèrement blessé au bras, et on découvre rapidement que le tireur est un journaliste, Louis Grégory. Louis Grégory est né le 27 octobre 1842 à Belley et est mort le 28 octobre 1910 à Paris. C'est un journaliste nationaliste, militariste et antisémite français. Il s'était pourtant peu signalé pendant justement toute l'affaire Dreyfus et était resté relativement modéré dans ses propos pendant les polémiques de l'affaire, mais il semble qu'il ait surtout été choqué par la participation de la troupe à cette cérémonie. Vous vous souvenez, je vous ai parlé de la parade et également du fait que des officiers d'état-major assistaient au transfert des cendres de Zola. Le 4 juin donc, il se munit de sa carte de presse, puisqu'il est journaliste, qui lui donne accès aux marches du Panthéon, ainsi que d'un revolver 8 mm. Et il parvient à tirer 2 coups de feu sur le commandant Dreyfus, qu'il blesse au bras et à l'avant-bras. Il est immédiatement maîtrisé par les membres de l'assistance, puis il est arrêté, accusé de tentative d'homicide volontaire avec préméditation. Le procès se tiendra la même année, à partir de septembre 1908, et Louis Grégory y sera acquitté. C'est donc ainsi que s'achève cette série autour de la mort d'Émile Zola, dans un contexte assez houleux et doté de nombreux rebondissements, comme vous avez pu le constater, ou comme je l'espère, vous avez pu le découvrir. Les dessous de la littérature, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour recevoir tous les derniers épisodes. À bientôt!